Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Face au territoire sur TV5 Monde avec nos partenaires, vous le savez, Ouest France. Vous pouvez nous regarder sur ouestfrance.fr, Nice Matin, nicematin.com, franceantilles.fr aussi, avec un léger décalage dû au fuseau horaire aux Antilles. Et aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, notre nouveau partenaire du groupe La Montagne Centre-France, c'est la République... la REP.fr qui nous diffusera ce matin la République du Centre. Voilà, mon invité ce matin, c'est Elisabeth Borne. Bonjour Elisabeth Borne, Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. Pas d'autres... Non, ça m'occupe bien déjà. Ça vous occupe bien déjà. Bon, bien, vous démarrez ce matin, vous êtes membre du gouvernement sur un plateau de matinale, on ne peut que vous poser les questions sur ce convoi de la liberté qui arrive à Paris. Le préfet de police d'ailleurs a interdit les manifestations à Paris ce vendredi de ce convoi de la liberté. Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'inquiétude au sein du gouvernement de voir monter ce convoi de la liberté au moment où la campagne présidentielle va démarrer ? Écoutez, je pense que ça traduit le fait qu'il y a certainement beaucoup de fatigue après des longs mois de crise. Et puis aussi le fait qu'il y a certains mouvements radicaux qui, depuis là aussi le début de la crise, veulent capitaliser sur cette fatigue des Français. Moi, ce que je note, c'est que la situation sanitaire, elle est en train de s'améliorer. Vous savez qu'on a déjà levé beaucoup de contraintes sanitaires, en tout cas celles qui existaient depuis le 2 février, par exemple le télétravail obligatoire. Mais est-ce qu'ils entendent ça, ceux qui sont dans les convois, qui montent à Paris, qui veulent manifester, exprimer leur colère ? Est-ce que c'est un discours qu'ils peuvent entendre ? Je pense que ça reprend des mouvements qui existent dans d'autres pays. C'est peut-être important de souligner que contrairement à nos voisins, on n'a pas du tout mis des restrictions sanitaires aussi fortes. Vous savez, si on prend les Pays-Bas, à la veille de Noël, il y a eu un confinement qui a été décidé. Il y a eu beaucoup de fermetures de commerce chez nos voisins. En France, on n'a pas eu ces restrictions. On est évidemment attaché à trouver le bon équilibre entre la protection de la santé, le fait de ne pas avoir une pression trop forte sur nos hôpitaux et en même temps de pouvoir vivre le plus normalement possible. Et ça, on a pu le faire parce que les Français ont massivement répondu sur le vaccin, parce qu'on a aussi un pass vaccinal qui nous permet de maintenir l'activité malgré une situation sanitaire qui a été quand même tendue ces dernières semaines. On va parler travail, bien sûr, on va parler emploi, on va parler insertion. C'est Elisabeth Borne, la ministre du Travail, qui est notre invitée ce matin dans Face au territoire. Les chiffres de la productivité en France ne sont pas mauvais, et ils sont même bons. Néanmoins, le rapport des Français au travail, est-ce que c'est pas quelque chose qui vous préoccupe ? Est-ce que c'est pas un défi pour le gouvernement ? Il y a eu dans le temps les 35 heures, il y a le télétravail. Le journal 20 minutes me disait qu'ils avaient dans leur courrier des lecteurs des témoignages de jeunes qui refusent des jobs parce que ces jobs ne sont pas en télétravail. Est-ce que le rapport des Français au travail, leur retour dans l'entreprise, ne vous pose pas problème ? Il y a forcément eu beaucoup de bouleversements, avec par exemple, comme vous l'avez dit, un recours au télétravail comme on n'avait jamais eu jusqu'à présent. Mais ça ne va pas changer tout, au fond, y compris les mentalités. Est-ce que vous avez anticipé ça ? Comment vous Ce que je note, moi, c'est choses que des gens qui ont pu prendre du recul, on va dire, du fait de la crise, attendent, et c'est le cas notamment des jeunes, mais c'était aussi déjà un peu le cas avant la crise, veulent du sens dans leur travail. Et ils choisissent leur entreprise aussi en fonction de son engagement sociétale. Donc je pense que c'est quelque chose d'important, qu'il faut que les chefs d'entreprise entendent, que les jeunes veulent un métier qui a du sens. Et il y en a évidemment. Mais en termes de productivité, ça ne changera rien ? Alors sur la productivité, vous savez qu'avec le télétravail, il y a un certain nombre de métiers pour lesquels ça augmente la productivité. Je pense qu'il faut aussi être attentif à l'importance du collectif de travail. Et je pense qu'avec ce télétravail, les Français ont aussi vu à quel point le travail, c'est un endroit où on croise des collègues, où on échange, c'est un lieu de sociabilisation. Tout ça, ça a été exacerbé par ces mois de télétravail et cette crise sanitaire. François-Xavier Lefranc de Ouest France nous rejoint sur ce plateau dans un instant. Bonjour François-Xavier Lefranc, vous êtes le rédacteur en chef de Ouest France, le premier quotidien francophone du monde. L'apprentissage vous concerne beaucoup. Oui, alors il y a des choses qui vont bien en France. L'apprentissage va bien en France avec une progression spectaculaire du nombre des contrats. Je crois qu'entre 2021 et 2020, c'est 37% de plus. Alors évidemment, tout ça coûte de l'argent. Et France Compétences, qui est l'organisme qui gère les fonds de la formation professionnelle et de l'apprentissage, accuse, je crois, un déficit de 3,7 milliards. Alors est-ce que cette belle dynamique, parce que c'en est une, ne va pas être freinée pour des raisons budgétaires ?
Alors d'abord, je crois que c'est effectivement important de dire qu'on a battu tous les records sur l'apprentissage. On est à près de 720 000 jeunes qui ont signé un contrat en 2021. Ces chiffres, ils étaient inimaginables, je pense, avant la crise. Il y a tout le monde promettait, de gauche comme de droite, de développer l'apprentissage. Là, nous l'avons fait. C'est une très bonne nouvelle pour les jeunes, parce qu'on a un taux d'insertion dans l'emploi qui est très, très important. On a 6 jeunes sur 10, malgré la crise sanitaire, qui avaient un emploi 6 mois après la fin de leur apprentissage en 2020. Efficace. Donc c'est vraiment la voie d'excellence pour se former en découvrant le monde professionnel et avec, très souvent, à la clé, un job. Évidemment, ça engendre des dépenses, mais je peux vous assurer qu'on est vraiment convaincu qu'il ne faut pas casser cette dynamique. Donc c'est jusqu'à fin juin, on a y compris des aides pour les entreprises qui embauchent un apprenti. Et après, vraiment, c'est l'intérêt de notre pays, des jeunes, des entreprises, de notre économie, de continuer à soutenir l'apprentissage. Elisabeth Borne, ministre du Travail, notre invité ce matin dans Face au territoire, le président de la Chambre de commerce et d'industrie des Yvelines, qui s'appelle Guillaume Quéroux, a une question à vous poser, Madame la ministre. TV78 l'a rencontrée, on l'écoute. Madame la ministre, 2021 a été une année exceptionnelle sur le plan de l'apprentissage, avec 718 000 contrats d'apprentissage. Dans le même temps, il a été créé près d'1 million d'entreprises sur nos territoires. Ma question est donc très simple. Quelles actions comptez-vous mettre en œuvre pour transformer ces apprentis en futurs chefs d'entreprise ? Le président de la République compte-t-il faire de la France une véritable terre d'entrepreneurs ? Alors évidemment, c'est très important de créer son entreprise et on soutient, notamment dans le cadre du plan Un jeune, une solution, la création d'entreprises. Mais moi, ce que je note, c'est que l'apprentissage mène aussi très souvent à créer ou à reprendre une entreprise. On sait que, par exemple, dans le domaine de l'artisanat, moi j'étais en début de semaine à la remise des premiers trophées de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Il y avait beaucoup des dirigeants, des responsables départementaux des chambres des métiers et de l'artisanat qui étaient d'anciens apprentis qui avaient pu justement soit créer, soit reprendre l'entreprise de leur patron à son départ en retraite. Donc c'est aussi une très bonne voie, l'apprentissage, pour devenir chef d'entreprise. Alors cette émission, elle est dédiée au territoire, la belle diversité des territoires français. Et quand on est sur les territoires, on voit beaucoup de chefs d'entreprise, d'élus régionaux, d'élus départementaux, qui parlent des métiers en tension. Il y a énormément de métiers en tension aujourd'hui, c'est-à-dire des métiers qui ne trouvent pas de salariés. Alors l'apprentissage, ça peut aider à ça, mais comment aider ce tissu industriel, le tissu des entreprises, les élus, à régler cette question-là, qui ne se réglera pas d'un claquement de doigts. Comment faire en sorte que les formations correspondent aux besoins et comment faire en sorte qu'on règle cette question des métiers en tension, qui est un vrai sujet. Alors, comme vous le dites, l'apprentissage, c'est une très bonne voie. Et quand on est une entreprise qui a des difficultés de recrutement, s'engager dans l'apprentissage, c'est une bonne idée, puisque ça permet de préparer les compétences dont on a besoin demain. Mais on a aussi, depuis le début du quinquennat, investi massivement dans la formation des demandeurs d'emploi. Vous savez, c'est 15 milliards d'euros sur le quinquennat qu'on consacre à la formation des demandeurs d'emploi. On vient quasiment doubler l'effort des régions. Je rappelle que c'est les régions qui sont compétentes sur la formation des demandeurs d'emploi. En septembre dernier, avec le Premier ministre, on a voulu aller encore plus loin. On a lancé un plan de réduction des tensions de recrutement, 1,4 milliard d'euros de plus, pour précisément bien former les demandeurs d'emploi pour qu'ils aient les compétences dont les entreprises ont besoin. Et on veut vraiment être très concret, c'est-à-dire favoriser l'immersion en entreprise des demandeurs d'emploi pour que le chef d'entreprise, l'employeur, puisse vérifier que le demandeur d'emploi correspond bien à ses attentes. Et ensuite, on finance des formations vraiment sur mesure pour répondre aux besoins des entreprises. Alors Ouest France, qui est coproducteur de cette émission, François-Xavier Lefranc en est le rédacteur en chef, a rencontré Fabienne Kerzero, qui est une chef d'entreprise. Vous allez les voir, elle pose la question: comment de jeunes entrepreneurs peuvent-ils obtenir des nouveaux droits? On l'écoute.
Bonjour Madame la Ministre. L'envie d'entreprendre n'a jamais été aussi forte dans notre pays. À l'ADI, nous finançons les entrepreneurs qui n'ont pas accès aux prêts bancaires. Ces entrepreneurs ont des droits sociaux plus limités que ceux des salariés, puisque notre système a été basé avant tout sur le droit des salariés. Aujourd'hui, ils ont besoin, comme les salariés, d'avoir des droits pour se loger, des droits pour leur santé, des droits à la formation. C'est pour ça qu'à l'ADI, nous militons pour la convergence des droits entre salariés et indépendants. Sur ce sujet, Madame la Ministre, de quelle manière sécuriser encore davantage le droit des indépendants pour donner l'accès au plus grand nombre à la création de leur propre emploi? Voilà, Fabienne Kerzero, depuis Rennes. Alors d'abord, je voudrais dire qu'on soutient l'ADI, précisément, parce que c'est l'un des réseaux qui accompagne la création d'entreprises. Et vous savez que le Parlement vient de voter une loi sur les indépendants pour sécuriser leur statut, pour qu'ils ne soient pas mis en cause sur leurs biens personnels s'il peut y avoir une défaillance d'entreprise. Je pense que c'est important qu'on encourage la prise de risque, la création d'entreprises. Absolument. Et c'est bien, voilà, on veut vraiment soutenir tous les créateurs d'entreprises et les chiffres de l'an dernier montrent aussi que cette politique, elle marche. Alors, une question concernant les jeunes qui démarrent dans le monde du travail et les entreprises qui utilisent encore beaucoup les contrats à durée déterminée. On voit bien la souplesse que ça leur apporte, mais comment est-ce qu'on fait quand on est jeune, qu'on a peu de revenus, qu'on doit trouver un logement, qu'on veut peut-être acheter une voiture, qu'on veut aussi profiter de la vie, c'est-à-dire qu'on veut démarrer dans la vie, si on n'a pas cette garantie de l'emploi. Aujourd'hui, le logement, les propriétaires, ils ne font pas de cadeaux là-dessus. Aujourd'hui, l'emploi va mieux. Il y a moins de chômage, il faut d'ailleurs s'en féliciter. Est-ce que ce n'est pas le moment de donner un petit coup de pouce pour qu'un jeune qui démarre ne soit pas condamné à des CDD à répétition? Mais vous savez que c'est l'un des objectifs de la réforme de l'assurance chômage, qui est à la fois de favoriser le travail, en s'assurant que c'est toujours plus intéressant de travailler que d'être au chômage. Je pense que ça paraît de bon sens, mais ce n'était pas le cas précédemment. Et puis, on a aussi mis en place un système de bonus-malus pour encourager précisément les entreprises à proposer des contrats de travail plus longs. Je pense que c'est aussi l'intérêt de tout le monde. Ça permet de travailler davantage et ça évite effectivement la précarité que vous avez mentionnée. Elisabeth Borne, ministre du Travail, notre invitée ce matin dans Face au territoire avec Ouest France. Charlie Habib qui a une question à vous poser sur les dispositifs de retour à l'emploi. TV5 Monde l'a rencontré, on l'écoute. Madame la ministre, bonjour. Certaines entreprises ont du mal à recruter sur des métiers en tension alors que certains demandeurs d'emploi ne trouvent pas de débouchés dans leur secteur. Vous avez mis en place le plan d'investissement dans les compétences pour favoriser un retour au plein emploi et pourtant, dans les faits, des refus de prise en charge de dossiers de formation et des circuits de décision très longs pénalisent ces recrutements. Que proposez-vous pour simplifier l'accès à l'emploi par la formation pour les demandeurs d'emploi ? Alors, on n'a jamais formé autant de demandeurs d'emploi. Vous savez que c'est 1,5 million de demandeurs d'emploi qui ont pu être formés en 2021. On était à 600 000 au début du quinquennat. Donc, on investit, je le disais, massivement dans la formation. Et puis, on veut des formations très concrètes, ce qu'on appelle les préparations opérationnelles à l'emploi, c'est-à-dire celles qui permettent à l'entreprise de former le salarié en situation de travail à ses besoins précisément. Moi, si le monsieur qui vient de nous parler a des suggestions à faire pour être encore plus efficace, moi je suis à son écoute. Je pense que quand on a 520 000 demandeurs d'emploi sans aucune activité, la catégorie A de moins donc en 2021, ça montre que cette politique, elle porte ses fruits. Est-ce qu'on n'est pas là devant, pour vous, les politiques, un vrai défi? On est en pleine campagne électorale pour la présidentielle. On se plaint que les jeunes ne votent pas. C'est vrai qu'ils votent très peu. Les jeunes, ils se passionnent pour la politique. Les questions de formation et d'emploi, ça les préoccupe beaucoup. Est-ce qu'il n'y a pas là un vrai défi pour arriver enfin à parler aux jeunes en cette période, sans les culpabiliser, et en essayant de leur donner un peu envie d'aller de l'avant? Parce qu'il y a beaucoup de messages qui leur sont adressés qui sont noirs. Or là, il y a des choses qui vont bien. Alors, comment faire? Vous savez, la jeunesse, ça a été notre priorité depuis le début du quinquennat, et a fortiori dans la crise. On a voulu éviter à tout prix ce qui s'était passé après la crise de 2008-2009, où on avait eu une explosion du chômage des jeunes, plus de 30% de jeunes demandeurs d'emploi de plus après la crise de 2008-2009. C'est pour ça qu'on a lancé le plan Un jeune, une solution en juillet 2020, pour permettre à chacun de trouver son chemin vers l'emploi. Ça a très bien marché. On a 4 millions de jeunes qui ont pu bénéficier d'une des solutions du plan Un jeune, une solution. On n'a jamais eu un taux d'emploi aussi élevé depuis 30 ans. Mais il y a de la précarité. Un taux de chômage qui a baissé. Et on continue bien évidemment à accompagner les jeunes. Vous savez qu'à partir du 1er mars, on lancera le contrat d'engagement jeune
pour les jeunes encore trop nombreux dans notre pays qui, malgré la bonne situation économique, n'arrivent pas à accéder à l'emploi. Et sont en situation de précarité. Eh bien, donc, c'est vrai pour les étudiants, c'est vrai pour des jeunes qui commencent dans l'emploi. Alors, pour ces jeunes qui ne retrouvent pas tout seuls un emploi, on veut proposer vraiment un accompagnement personnalisé, intensif, 15 à 20 heures par semaine d'accompagnement, avec justement des immersions en entreprise pour découvrir des métiers, de la formation. Et donc, on lance ça à partir du 1er mars. C'est Pôle emploi, les missions locales qui pourront accompagner tous ces jeunes pour qu'ils puissent trouver au plus vite un emploi. Elisabeth Borne, Chonu, qui est le dessinateur et collaborateur de Ouest France, a une question à vous poser sous forme de dessin. C'est une tradition de cette émission. On regarde Chonu. Le week-end dernier, les Britanniques ont fêté les 70 ans de règne de leur souveraine qui n'est pas prête de prendre sa retraite. Donc la question que je vous pose, Madame la Ministre, si Emmanuel Macron est réélu, accepteriez-vous de revenir une deuxième fois au ministère du Travail bien pour vous attaquer à cette sacrée réforme des retraites abandonnée en cours de chemin? Vous entreriez ainsi dans l'histoire sous le nom d'Élisabeth II. Bon, alors si Emmanuel Macron est réélu, vous rempilez au travail ? Écoutez, c'est pas moi qui en décide. Ce qui est clair, c'est que la réforme des retraites, ça sera une priorité du prochain quinquennat. Avec la crise, évidemment, il n'a pas été possible de mener cette réforme. C'est un sujet très important, à la fois pour équilibrer nos financements, le financement de nos retraites et plus généralement de notre protection sociale. Aussi parce qu'on est un pays dans lequel on travaille plus longtemps, moins que d'autres. Voilà, donc il faudra travailler plus longtemps. Il faut aussi un système plus juste et plus lisible. Donc c'est une priorité du prochain quinquennat. Avec la une de Ouest France, François-Xavier Lefranc. Eh bien, la une de Ouest France, internationale. un dossier complet pour que chacune et chacun puisse comprendre cette grave crise internationale à la frontière de l'Ukraine et de la Russie. Et puis évidemment le sommet des océans à Brest, parce que la question des océans, c'est une question majeure aussi. Absolument capitale. Merci François-Xavier Lefranc. Ouest France dans un instant. Armelle Le Goff de 20 minutes sur ce plateau. Bonjour Armelle Le Goff, vous êtes la directrice de la rédaction de 20 minutes, partenaire de cette émission. Dans un instant, on en vient à vous, mais tout de suite Cyril Boutier depuis les Antilles, depuis Fort-de-France. Il est directeur éditorial de France Antilles, donc un journal partenaire de cette émission, a une question à vous poser. On l'écoute depuis Fort-de-France. Bonjour Madame la Ministre. Vous avez évoqué la baisse des chiffres du chômage en 2021, une baisse qui est constatée également dans les territoires d'outre-mer, aux Antilles et en Guyane, même si elle est moindre qu'en France métropolitaine. On pense notamment aux tranches d'âge jeunes, dans lesquelles le taux de chômage est encore important. Quels sont donc les leviers que le gouvernement pourrait activer pour continuer cette baisse des chiffres du chômage dans nos territoires ? Alors effectivement, le chômage a baissé dans les départements d'outre-mer comme sur tout le territoire, mais les chiffres restent élevés, plus élevés qu'en métropole. C'est pour ça qu'on a mobilisé 1,5 milliard d'euros dans le cadre du plan de relance pour soutenir les entreprises, accompagner les jeunes, les demandeurs d'emploi pour qu'ils retrouvent un emploi. On a aussi des dispositifs particuliers pour les jeunes, par exemple avec la mission locale de Guadeloupe, notamment pour aider sur la garde d'enfants, sur la mobilité. On augmente les contrats aidés aussi pour permettre à un maximum de jeunes des Outre-mer de pouvoir retrouver un emploi. Voilà, salaire et pouvoir d'achat maintenant avec vous, Armelle Le Goff. Oui, tout à fait. Vous avez parlé d'emploi des jeunes avec François-Xavier Lefranc. Un sujet intéressant concernant l'emploi des jeunes et qui fait le lien avec le sujet des salaires que je voulais aborder avec vous, ce sont les salaires des jeunes cadres, dont la moyenne a diminué en 2020 par rapport à 2019. Ce sont les chiffres de l'APEC, contrairement aux cadres en général. Alors, on sait qu'il y a une tension sur les salaires aujourd'hui. Comment est-ce que cela se fait que les salaires des jeunes cadres aient diminué ? Alors là, vous citez les chiffres de 2020, qui était quand même une année assez particulière avec la crise sanitaire. 2021, on a une reprise très forte de notre économie. Et on voit que l'emploi des cadres aussi s'est redressé. Il y a beaucoup d'embauches. Et je n'ai pas de doute qu'effectivement, cette bonne dynamique du marché de l'emploi va aussi permettre d'avoir des meilleurs salaires. Vous êtes optimiste ? Moi, je suis très optimiste sur les possibilités pour les jeunes en général, pour les jeunes cadres en particulier, de trouver un emploi. Et donc, ils sont aussi dans une bonne situation pour négocier leur salaire. Elisabeth Borne, la ministre du Travail, notre invitée ce matin. Denis Carreau, directeur de la rédaction du groupe Nice Matin. Une question à vous poser, on l'écoute.
Bonjour Elisabeth Borne. Avec le retour de l'inflation, les Français ont de plus en plus de mal à boucler leur fin de mois. Or, si le SMIC a été réévalué de 3% en un an, ce n'est pas le cas forcément des bas salaires. Est-ce qu'il existe des pistes pour inciter les entreprises ou les branches professionnelles à réévaluer les petites rémunérations ? Alors vous savez qu'effectivement, on a un certain nombre de branches qui ont plusieurs niveaux dans leur grille salariale, les premiers niveaux qui sont en dessous du SMIC. Évidemment, les gens sont payés au SMIC, c'est la règle dans notre pays, mais ça veut dire que pendant plusieurs années, ils n'ont pas de perspective de progression salariale. Moi, j'ai demandé aux branches professionnelles, il y en a une quarantaine qui, avant l'augmentation du SMIC au 1er octobre, avaient déjà des niveaux inférieurs au SMIC, d'engager sans délai des négociations. Il y a beaucoup de branches qui ont entendu ce message. Par exemple, la branche des hôtels, cafés, restaurants, qui représente beaucoup de salariés, qui a revalorisé ses grilles en moyenne de 16%. Et ben moi, j'invite toutes les branches qui ne l'ont pas encore fait à revaloriser aussi leur grille salariale. Pourquoi, par exemple, ne pas revaloriser le SMIC comme l'a fait l'Allemagne ou comme l'ont fait les Pays-Bas assez récemment ? Alors le SMIC, en France, on a un des systèmes les plus protecteurs au monde, puisqu'il est revalorisé normalement tous les 1er janvier pour tenir compte de l'inflation et de l'augmentation du pouvoir d'achat. Cette année, avec effectivement une accélération de l'inflation, il a même été augmenté au 1er octobre. Donc ce SMIC, il est revalorisé. On a aussi été très attentif au pouvoir d'achat des salariés qui sont au SMIC, avec à la fois la suppression de certaines cotisations sociales, les cotisations chômage et maladie, avec l'extension et l'augmentation de la prime d'activité pour un salarié qui est au SMIC. Dans le quinquennat, il touche l'équivalent d'un 13e ou d'un 14e mois selon sa situation familiale. Donc on est vraiment très attentif. En même temps, là, on a un sujet particulier avec la flambée des prix de l'énergie. Il y a eu beaucoup de mesures qui ont été prises, à la fois une aide exceptionnelle pour les 6 millions de bénéficiaires du chèque énergie, l'indemnité inflation, le blocage des prix du gaz et de l'électricité, en tout cas la limitation pour l'électricité. Sur le gaz, c'est l'équivalent de 900 € de pouvoir d'achat économisé pour les Français, 300 € sur l'électricité, puis plus récemment, on a aussi revalorisé les indemnités kilométriques. Donc on est vraiment très attentif à ces sujets de pouvoir d'achat et les branches ont évidemment aussi leur rôle à jouer, comme je le disais. Elisabeth Borne, dans un instant, on va parler des seniors avec Armelle Le Goff, mais tout de suite, notre nouveau partenaire du groupe Centre France La Montagne qui intègre cette émission va maintenant intervenir depuis Orléans. C'est Florent Buisson de la rédaction de La République du Centre qui a une question à vous poser. On l'écoute. Madame la ministre, gouvernement et entreprises se renvoient la balle sur la question des salaires, que ce soit en région Centre-Val de Loire, où je me trouve, comme partout en France. Concrètement, aujourd'hui, jeudi 10 février 2022, que peut faire l'État pour augmenter les salaires en France ? Écoutez, je viens de citer des mesures importantes qui représentent... mais là, la question est plus générale. Les mesures qui ont été prises face à la flambée des prix de l'énergie qui concerne tous les pays dans le monde, ça représente 15 milliards d'euros. Donc je pense que l'État a vraiment mis le paquet pour protéger le pouvoir d'achat des Français. Il y a aussi la revalorisation du SMIC, les discussions sur lesquelles on pousse les branches à avancer. Et je pense qu'effectivement, il faut que ces négociations, elles se tiennent dans les branches et dans les entreprises. Mais il y a une vraie tension quand même. On voit que, par exemple, les salariés de l'Ustucru, en région Rhône-Alpes, sont en grève actuellement. Ils réclament 150 € sur des moyennes de salaire qui sont à 1 400 € par mois. Il y a un vrai sujet quand même. Enfin, j'ai pas de doute qu'il y a beaucoup d'attentes sur ces sujets de pouvoir d'achat. Y compris sujet de la campagne électorale. Y compris parce qu'il y a eu aussi des bons résultats dans beaucoup d'entreprises au cours de l'année 2021. Vous savez qu'on a aussi proposé, on a reconduit la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, la prime Macron, comme on dit, qui a déjà bénéficié à près de 4 millions de Français. C'est une prime sans charge sociale, sans impôt. Les entreprises qui ne l'ont pas encore utilisée, je les invite aussi à le faire si elles ont eu des bons résultats au cours de l'année 2021. Les seniors. Les seniors, si jamais il devait y avoir un deuxième mandat d'Emmanuel Macron et une réforme des retraites, il y a quand même un sujet, c'est l'allongement de la durée de travail, alors que les seniors, on le voit, ne sont pas forcément souhaités dans les entreprises. Qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus ? Alors vous avez raison, si on a effectivement, et je suis convaincu qu'il faut le faire, une réforme des retraites, il faut s'occuper du maintien dans l'emploi des seniors. On l'a vu, même pendant la crise, un certain nombre d'entreprises qui ont eu tendance à
proposer des pré-retraites, à faire partir les seniors. Je pense qu'on se prive, quand on fait ça, de l'expérience de salarié qui est quelque chose d'extrêmement précieux pour les entreprises. Donc c'est un dossier, un sujet qu'il faut aborder en même temps que la réforme des retraites. Ça pose des questions de formation tout au long de la vie. On a de nombreux outils pour se former tout au long de la vie, par exemple avec le CPF, le compte personnel de formation. Et puis, il y a aussi des enjeux des métiers dans lesquels il y a une usure professionnelle. Donc, il y a de la prévention de l'usure professionnelle auquel il faut être attentif. Donc, c'est un volet qui est tout à fait complémentaire d'une réforme des retraites. Alors justement, par exemple, la modulation du temps de travail. Certains économistes aujourd'hui considèrent que le taux de chômage étant bas, l'insertion à la fois des jeunes et des seniors dans la durée serait facilitée par une modulation du temps de travail à la baisse. Pourquoi c'est pas un sujet qu'on peut examiner? Vous voulez dire de baisser le temps de travail? Je pense qu'on est en France un des pays dans lequel on travaille le moins sur l'année, tout au long de sa vie. C'est aussi un enjeu de compétitivité de notre économie. Je pense que ce qui est important, c'est qu'on ait une économie compétitive et qu'on crée un maximum d'emplois. C'est d'abord ça qui est important pour les Français. Mais des entreprises comme Total y pensent, par exemple? Alors, qu'il puisse y avoir des entreprises qui proposent 4 jours de travail par semaine, comme le fait Total, c'est leur choix. Mais vous voyez, je ne pense pas du tout que ce soit une solution pour l'ensemble des entreprises. On a des expériences qui avaient pu se passer au moment des 35 heures. Soit vous proposez de faire le même travail en 4 jours que ce que vous faisiez en 5 jours, et c'est aussi beaucoup de stress pour les salariés, beaucoup de pression sur les salariés. Soit il s'agit de travailler moins. Et alors, on parle du pouvoir d'achat. C'est clair que ça a un impact sur le pouvoir d'achat. Ça ne sera pas un des enjeux de la campagne électorale, justement, cette différence que les Français perçoivent dans leur travail en fonction des entreprises dans lesquelles ils travaillent, le public ou le privé. Est-ce que vous ne pensez pas que ça peut être un sujet de fraction? Alors, je pense qu'il y a des entreprises qui sont dans des situations différentes, dans des métiers différents. Donc c'est normal qu'on ait des différences. Qu'il faille aller vers plus de justice, plus d'équité, c'est ce qu'on poursuit notamment au travers de la réforme des retraites, par exemple avec la fin des régimes spéciaux. Mais ensuite, il y a des situations d'entreprise qui sont différentes et on ne va pas avoir une règle unique pour toutes les entreprises. Il y a aussi des discussions qui doivent se tenir du dialogue social au sein des entreprises. Est-ce qu'il y a pas un problème à avoir dit pendant des années qu'il y avait une complication à augmenter les salaires à cause des charges des chefs d'entreprise? Et puis tout d'un coup, cette crise sanitaire a vu le ministre de l'économie, Emmanuel Macron, au fond, doter la France de milliards pour affronter cette crise. Est-ce que les gens peuvent comprendre ça? Pendant des années, on leur a dit c'est pas possible, et tout d'un coup, les milliards étaient là, Elisabeth Borne. Non, mais vous savez, dans le quinquennat, on a aussi beaucoup agi, je le disais, pour le pouvoir d'achat. Mais la perception qu'ont les gens de ça, il n'y avait pas d'argent, mais tout d'un coup, il y en a eu. Cet argent, il a été mobilisé pour protéger les entreprises. Oui, mais d'où venait-il? Pourquoi ne l'avait-on pas avant? Enfin, on a mobilisé, c'est ce que les gens se posent comme question. Mobilisé des financements exceptionnels pour protéger les Français. Ça a été le cas sur l'hôpital, pour protéger nos entreprises, ne pas détruire d'emplois. Ça permet à notre pays de repartir de façon très dynamique. Ça permet à beaucoup de Français de trouver un emploi. Je le redis, 520 000 demandeurs d'emploi sans aucune activité de moins. Je pense que c'est des gens qui voient bien l'impact sur leur pouvoir d'achat quand on retrouve un emploi. La première réponse, c'est aussi ça, de permettre à chacun d'avoir un emploi. La une de 20 minutes d'hier, puisqu'aujourd'hui il n'y a pas de 20 minutes. Oui, 20 minutes paraît 3 fois par semaine. Et la une, c'est concernant les jeunes qui sont âgés de 18 à 30 ans et qui considèrent que même si leur candidat est élu, pour plus de 50% d'entre eux, ça ne changera pas leur situation. Oui, je pense que c'est très important de montrer qu'effectivement, la politique, on agit sur des choses très concrètes. Je vous citais le plan Un jeune, une solution. Vous savez, 4 millions de jeunes qui ont pu bénéficier d'une des réponses du plan Un jeune, une solution. Un taux d'emploi, donc la part des jeunes qui a un emploi qui n'a pas été aussi élevé depuis 30 ans, je pense que c'est des réponses très concrètes. Des jeunes qui signent un contrat d'apprentissage, qui vont pouvoir apprendre un très beau métier, peut-être reprendre une entreprise demain. C'est des réponses très concrètes. Merci Armelle Le Goff, directrice de la rédaction de 20 minutes. Elisabeth Borne est notre invitée ce matin dans Face au territoire. Dans un instant, Demet Korkmaz de TV5 Monde. Bonjour Demet. Bonjour. Merci d'être là. Déficit commercial, entre autres. Et oui, la balance commerciale atteint un nouveau record, quasi 85 milliards d'euros en 2021. Or, on a l'impression qu'au cours de ces 10 dernières années, on a mis en place des mesures et pourtant, on n'arrive pas à remonter nos exportations à l'étranger. Que faut-il faire? Alors, vous avez raison de dire qu'effectivement, le solde des échanges de biens a été très négatif cette année, mais il faut aussi regarder globalement, et c'est
heureusement positif, très positif sur les services, sur les revenus. Donc on n'est pas loin de l'équilibre au global. Cette balance sur les biens, elle s'est aussi dégradée du fait de l'augmentation du prix de l'énergie. Vous savez que c'est près de 18 milliards d'euros liés à cette augmentation des prix de l'énergie. Ça montre une chose, c'est qu'il faut évidemment sortir des énergies fossiles qui non seulement ont un impact négatif sur la planète, sur le pouvoir d'achat des Français, mais aussi sur notre balance commerciale. Et puis, il faut poursuivre la réindustrialisation de notre pays, la politique de compétitivité, de réimplantation d'industrie. On l'a vu aussi à quel point c'était important dans la crise sanitaire. Depuis 2019, la France est le premier pays européen sur les investissements étrangers et ça a permis, par exemple, en 2021, de créer 140 000 emplois industriels. Alors, vous parlez de cette année exceptionnelle, la pandémie, nous sommes bien d'accord, sauf que le problème est structurel, puisque ça fait 20 ans que nos exportations sont en recul, et en 30 ans, la part des produits français vendus à l'étranger a régressé quasiment de 60%. Donc, ça n'est pas un problème conjoncturel lié à la flambée des prix de l'énergie. Il y a un vrai souci en France du positionnement peut-être de nos entreprises sur ces produits. Les PME n'arrivent pas à exporter, contrairement à nos voisins européens. Les mesures se sont enchaînées. Est-ce que là, on n'arrive pas à un niveau de blocage parce que les industries qui sont parties à l'étranger ne vont pas revenir en France? L'objectif, c'est bien qu'on redéveloppe de l'industrie en France. Vous savez, on a détruit, avant le quinquennat, pendant 10 ans, on a détruit 1 million d'emplois industriels. Et moi, je me souviens d'une époque où certains plaidaient pour un pays sans usines. Il faut évidemment sortir de cette logique, recréer de l'industrie. Dans le cadre du plan de relance, on a eu beaucoup de soutien à la création de nouvelles industries en France et il faut continuer dans cette voie et certainement accélérer. C'est tout l'objet aussi de France 2030, vous savez, le plan qui a été annoncé par le président de la République, qui vise à positionner notre pays sur des technologies d'avenir, dans les transports, dans l'énergie, dans la santé. Il faut recréer de l'emploi industriel sur notre sol. Elisabeth Borne de Marcel Ragny, qui est chef d'entreprise à Nice, dans les Alpes-Maritimes. Compare les plans d'aide dans le monde. Il a une question à vous poser. On l'écoute. À l'heure où Joe Biden signe un décret en faveur du Made in America pour leur budget de 600 milliards d'achats publics et où d'autres pays en font de même sans pour autant le faire savoir, prévoyez-vous quelque chose de similaire pour le budget de 200 milliards d'euros pour la France? Je pense que c'est important que les achats publics soient bien au service aussi de notre souveraineté française et européenne. Peut-être qu'on a fait preuve d'un peu de naïveté dans ce domaine-là. Je peux vous assurer que c'est quelque chose que le président de la République porte. Par exemple, vous savez, quand on a demandé à des entreprises françaises de fabriquer des masques au plus fort de la crise, aujourd'hui, quand on passe des marchés publics pour acheter des masques, il faut se souvenir qu'on a souhaité avoir des entreprises en France et qu'il faut aussi continuer à les soutenir en sortie de crise. Alors, vous avez parlé précédemment de l'écologie. Il y a là aussi un effort à faire. Là aussi, la France est en retard par rapport à ses objectifs. Est-ce que vous ne pensez pas que ce secteur pourrait rapporter aussi des nouveaux métiers pour compenser justement la fuite? Alors, vous savez, je pense que c'est important parce que surtout j'entends certains candidats, Yannick Jadot pour ne pas le nommer, qui nous expliquent que Emmanuel Macron serait le président de l'inaction climatique. Moi, j'ai été ministre de l'écologie. Je peux vous assurer que ce quinquennat, on a beaucoup avancé sur l'écologie, sur des investissements massifs pour relancer le train. On n'avait jamais autant mis d'argent pour remettre en état nos petites lignes, pour relancer des trains de nuit. On a aussi investi sur les énergies renouvelables. On a fait une loi anti-gaspillage qui est peut-être un peu passée inaperçue, vous savez, qui a été votée en 2020, pour sortir du tout jetable, passer au réemploi, à la réparation. Je suis convaincue que c'est un gisement énorme d'emplois. Comment vous expliquez alors que ce domaine est complètement
passe à la trappe du débat présidentiel? Ah ben écoutez, j'espère bien qu'il va revenir dans la campagne et je vous dis, on a un bilan à défendre sur ce sujet, sortir du plastique à usage unique, par exemple, développer les énergies renouvelables, ce sont des enjeux très importants. Aujourd'hui, les énergies renouvelables ne représentent que 166 000 emplois, c'est encore très très faible. J'en profite pour vous poser une autre question sur nos... J'ai pas de doute, vous voyez que par exemple sur l'éolien offshore, c'est des filières sur lesquelles la France doit se positionner, sur l'hydrogène vert. Ce sont aussi des filières dans lesquelles on doit pouvoir créer beaucoup d'emplois. Vous savez qu'on a implanté aussi en France, on en est à la 3e gigafactory, les très grandes usines pour fabriquer nos propres batteries. Évidemment, c'est des sources d'emplois majeures. Une dernière question. En Allemagne, le ministère de l'économie a un large portefeuille qui couvre également justement le climat, les énergies renouvelables. Est-ce qu'on ne pourrait pas un peu c'est votre futur imiter... portefeuille, en gros Est-ce que on pourrait accoler un ministère du Travail avec un ministère de l'écologie pour justement promouvoir ces emplois? Alors, je ne suis pas sûr que ce soit... Emmanuel Macron est réélu, ça vous intéresse? Que ce soit un enjeu de découpage ministériel, l'écologie, ça doit être pris en compte dans toutes les politiques. Et évidemment, moi, en tant que ministre du Travail, ancienne ministre de l'écologie, je suis très attentive au développement des emplois liés à la transition écologique. Je le redis, dans la réparation, dans le recyclage, on a des gisements d'emplois très importants. Je croise beaucoup de jeunes qui créent aussi des entreprises précisément sur le recyclage, le réemploi, la réparation. D'ailleurs, est-ce que vous avez des nouvelles de Ségolène Royal, dont vous avez dirigé le cabinet? Ah non, là, j'ai pas de nouvelles. Là, je suis désolé, je vais pas pouvoir vous donner de nouvelles de Ségolène Royal. Vous n'avez pas de contact, plus de contact avec elle? Pas vraiment de contact. Non, je pense qu'on n'est pas tout à fait d'accord sur beaucoup de sujets. Une question sur l'intelligence artificielle, le numérique, toutes ces données qui arrivent, évidemment, et que les jeunes d'aujourd'hui vont avoir appris à prendre en compte dans les années qui viennent. Est-ce qu'on est bien préparé en France à ça? Est-ce que par rapport à des pays anglo-saxons qui pratiquent ça depuis longtemps, je parle sur les États-Unis, etc., est-ce qu'on n'est pas en retrait? Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on est moins bon que les autres là-dessus? Vous savez, je pense qu'en France, on a des écoles de mathématiques qui sont à la pointe. On a certainement beaucoup d'atouts pour se positionner sur l'intelligence artificielle. Pourquoi on n'en entend pas assez parler? Il faut évidemment former des jeunes dans ces domaines. C'était un des secteurs prioritaires qu'on a mis en avant sur les formations supplémentaires qu'on propose aux jeunes, tout ce qui est autour du digital. Et puis peut-être dire que ça pose aussi beaucoup de questions sur le travail demain avec l'intelligence artificielle. Moi, j'ai souhaité qu'on puisse avoir un programme de recherche-action avec mon ministère pour réfléchir aux conséquences de l'intelligence artificielle sur le travail demain. La campagne d'Emmanuel Macron, vous y croyez, va être candidat bientôt? Vous avez des confidences à nous faire ou pas? Non, absolument pas. C'est lui qui décidera, qui dira le moment venu. Comment on fait pour être ministre et qu'une campagne électorale démarre comme ça? On fait comment? Vous continuez une activité normale? Les services ne freinent pas en attendant de savoir comment ça va se passer? Au travail, moi j'ai un objectif, notamment, j'en ai dit un mot, le lancement au 1er mars du contrat d'engagement jeune pour continuer à accompagner tous les jeunes. Donc on agit jusqu'au bout. On ne va pas vous taxer d'électoralisme en faisant ça? Enfin, c'est la continuité du plan Un jeune, une solution. On a protégé les jeunes. Il n'y a pas eu l'augmentation du chômage des jeunes qu'on nous annonçait, mais il faut s'attaquer effectivement à tous les jeunes qui, malgré la reprise, ne trouveront pas un emploi. Donc on va agir jusqu'au bout et en même temps, évidemment, on a un bilan à défendre. Alors, en parlant emploi, on a un gros point noir qui n'est absolument pas abordé, c'est le chômage des étrangers, qui est le double du chômage des nationaux. Est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose à faire pour avoir une adéquation entre ces étrangers qui arrivent sur notre sol et... Alors, il se dit beaucoup d'approximation. Moi, j'entendais M. Zemmour nous dire qu'il y avait 55% d'inactivité chez les étrangers hors Union européenne, ce qui est évidemment faux. Il y a un taux d'activité de 65%, mais on a certainement à agir mieux. Le taux de chômage représente quand même 14,7% chez les étrangers à agir extra-européens mieux, et européens. Et notamment sur l'insertion professionnelle des réfugiés. C'est un sujet sur lequel on travaille avec Gérald Darmanin. Elisabeth Borne, votre quotidienneté, c'est quoi là? Vous continuez donc dans le ministère tous les jours à faire des déplacements, à aller en région. Vous faites comme si la campagne électorale n'existait pas? Non, mais moi je continue à agir surtout. Par exemple, je vous parle de ce contrat d'engagement jeune. Lundi, j'ai eu un échange avec tous les conseillers de Pôle emploi, des missions locales, des associations de lutte contre la pauvreté qui vont le mettre en œuvre et on continue à agir jusqu'au bout dans l'intérêt de Vous voulez faire quoi après? Je sais pas. Enfin, je pense pas que ce soit un sujet qui passionne les Français. Si, bien sûr. Mais en tout cas, vous voulez faire voyez, quoi? on est sur Quel sera votre travail après?
On est sur des sujets qui sont très importants quand on s'occupe effectivement de permettre à des demandeurs d'emploi de retrouver un travail, quand on s'occupe de permettre à des jeunes d'arriver plus vite sur le marché du travail. Je pense que c'est des sujets qui me tiennent à cœur. Merci. Elisabeth Borne, ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. Vous étiez l'invitée de Face au Territoire sur TV5 Monde. Merci Démette Korkmaz. Vous pouvez regarder cette émission en replay, bien sûr, sur les sites de ouestfrance.fr, notre partenaire coproducteur, de nicematin.com, coproducteur également, de franceantilles.fr avec le léger décalage aux Antilles, et la rep.fr, notre nouveau partenaire du groupe La Montagne Centre-France. Merci. On se retrouve jeudi prochain. Les programmes continuent sur TV5 Monde. Merci Elisabeth Borne.